Dans cette vidéo, je vais analyser l'interview entre Vladimir Poutine et Tucker Carlson. Alors bien sûr, je vais analyser uniquement la psychologie et la communication et non le contenu politique. Je reste neutre sur ce point. Commençons donc par l'analyse. Dites-nous pourquoi vous pensez que les États-Unis pourraient frapper la Russie par surprise. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ? Ce n'est pas que l'Amérique. Les États-Unis allaient lancer une attaque surprise contre la Russie ? Je n'ai pas dit cela. Sommes-nous dans un talk show ou dans une conversation sérieuse ? Donc tout d'abord, Tucker Carlson pose une question très précise sur la base d'une citation qu'il a apportée. Et Vladimir Poutine n'y répond pas, mais dit « Écoutez, il ne s'agit pas de tel sujet, mais plutôt de tel sujet. En gros, il ne s'agit pas de X, mais plutôt de Y. » Et ça, c'est une technique rhétorique tout à fait classique qui est également utilisée de temps en temps en politique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que dit Poutine. Il dit « Eh bien, je n'ai pas dit ça. » Il se racle la gorge un petit peu. Il fait une séparation et il place ensuite un nouveau cadre, et ce en demandant « Alors attendez, est-ce que nous sommes dans un talk show ou est-ce que nous sommes dans une conversation sérieuse ?» Donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est très simple. Quand je parle de cadre, ça veut dire que le journaliste Tucker, au début, a commencé l'interview, puis il a posé une question. Donc, il a donné une direction à cette conversation. Il a tracé un chemin conversationnel. Soit Poutine décide d'aller sur le même chemin, soit il décide de tracer son propre chemin. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tracé son propre chemin. Il a mis en place un nouveau cadre conversationnel et il l'a fait en posant une question, ce qui donne une nouvelle direction à cette conversation. D'accord ? Et ce qui est passionnant, c'est que quand on vous pose ce genre de questions, oui, mais est-ce que c'est un talk show ou est-ce que c'est une conversation sérieuse? Vous êtes vraiment tenté de répondre à cette question. Et c'est là le piège dans lequel on peut vraiment tomber. En disant par exemple, bah oui, bien sûr, on est dans une conversation sérieuse. Mais là, vous êtes alors dans le cadre de l'autre personne et vous avez abandonné le pouvoir de la communication. Alors, je vous rassure, il y a bien sûr une issue à ce genre de situation. Voyons si Tucker l'apprend. Voici la citation. Merci, c'est une formidable et sérieuse conversation. Parce que votre formation de base est l'histoire, si j'ai bien compris. Oui. Eh oui, c'est ce que je craignais, il est tombé en plein dedans. Et c'est vraiment, à mon avis, l'une des principales erreurs dans le domaine de l'art de la répartie, de tomber dans ces pièges. Dans ce cas, le journaliste a dit, oui, nous sommes ici dans une conversation sérieuse. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il veut encore lire cette citation à laquelle il se réfère. Et où Poutine a dit, non, 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 moi j'ai pas dit ça, attendez. Et Poutine, il le laisse pas finir, il continue simplement à parler. Et donc, lui, il peut pratiquement pas s'y opposer parce que Poutine a ici la domination en matière de communication. Alors, la seule façon dont Tucker aurait pu s'en sortir serait d'utiliser la métacommunication. Alors, qu'est-ce que c'est? La métacommunication, ça consiste à ne pas répondre à ce que dit l'autre personne, au contenu, mais plutôt de parler de la forme de la communication. Donc, c'est très simple, vous vous placez à vol d'oiseau et vous êtes observateur de la situation qui se passe en ce moment. Donc, il aurait pu dire quelque chose du style « Écoutez, c'est une très bonne question à laquelle je répondrai volontiers si vous répondez d'abord à ma question. » Et ça permettrait encore, dans une certaine mesure, de conserver le pouvoir de communication. Voyons maintenant comment ça se manifeste dans la suite des événements. Mais quand même, ce sont des documents d'archives, des copies. Il existe des copies de ces documents. Je vous les laisse en souvenir. Il y a une traduction en russe. Vous pourrez la traduire en anglais plus tard. Alors, dans cet extrait, nous voyons ici plusieurs choses. D'une part, le fait d'apporter un objet physique, c'est-à-dire un objet réel, ça augmente le pouvoir de négociation. Et d'ailleurs, il existe des études passionnantes à ce sujet. Si ça vous intéresse, je vous les partagerai dans l'espace commentaire. Et ça fait aussi tout simplement très sérieux quand on dit « Écoutez, oui, tout est écrit ici », au lieu de simplement dire « Eh bien, je le sais et j'ai apporté les documents ». Deuxièmement, vous pouvez toujours vous référer à cela. Eh bien, comme vous pouvez le voir ou le lire dans nos archives, et en plus, il y a cet aspect où Poutine s'est extrêmement bien préparé
auparavant. Et c'est ce que je recommande toujours à mes clients. Lorsque vous vous trouvez dans des situations de communication importantes, préparez-vous bien. Parce que plus vous êtes vous-même dans le sujet, plus vous baignez dans le sujet, plus vous pouvez fournir des arguments utiles. Et c'est aussi très intéressant lorsque l'autre personne lance des attaques injustes. Vous pouvez les réfuter grâce à la base de faits que vous avez apportée. D'ailleurs, j'aimerais partager avec vous une histoire très intéressante. Mais on m'a répondu que non, ce n'étaient pas des artistes, mais des Hongrois. Et j'ai demandé ce qu'ils faisaient ici. Que voulez-vous dire par là? C'est leur terre. Ils vivent ici. C'était à l'époque soviétique, dans les années 1980. Ils ont conservé la langue hongroise, les noms hongrois et tous leurs costumes nationaux. Alors dans cet extrait, il utilise d'une part le storytelling, c'est-à-dire raconter des histoires. Et on le voit aussi chez Tucker Carlson, il rit, il rentre dans cette histoire-là. Les histoires ont vraiment un effet magnétique. Si vous savez bien raconter une histoire, vous pouvez vraiment captiver des groupes entiers. Et Vladimir Poutine y parvient très bien. Et en plus, ici, à travers cette histoire, il utilise aussi une forme de sous-communication. Parce qu'en même temps, grâce à cette histoire, il parle de manière indirecte au peuple russe. Et il peut utiliser ces différentes possibilités, notamment par le storytelling. Mais dans cette situation, il a bien sûr fait entrer un intervieweur occidental pour s'adresser aussi à l'Occident. Dans ce cas, il s'adresse par exemple aussi à la Hongrie et à d'autres pays à travers le temps. C'est-à-dire que dans cette interview, il a fait presque une demi-heure de digression politique ou historique qu'il donne. Et il va sous-communiquer grâce à cette histoire qui va lui permettre de dire les choses indirectement. Le message caché, c'est « et ». À travers cette histoire, c'est « et les gars, regardez ce qui se passe dans votre pays ». Et ça crée naturellement une ambiance politique, disons, stimulante, qui affaiblit les pays. Et grâce à une communication très précise, il parvient, par une guerre quasi psychologique menée par les deux parties, à infiltrer d'une certaine manière les pays sur le plan politique, en créant de telles situations. Peu importe ce qui se passe maintenant sur le plan du contenu, c'est bien sûr quelque chose qui est toujours pris en compte par toutes les parties en matière de communication. Vous expliquez longuement que vous avez ressenti une menace physique de la part de l'Occident au sein de l'OTAN, y compris une menace nucléaire potentielle, et c'est ce qui vous a poussé à réagir. Est-ce une bonne interprétation de ce que vous avez dit? Je comprends que mes longs discours sortent probablement du cadre de l'interview. C'est pourquoi je vous ai demandé au début si nous allions avoir une discussion sérieuse ou un spectacle. Et vous avez répondu une discussion sérieuse. Alors soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Nous arrivons au moment où l'Ukraine soviétique a été créée. En 1991, d'une part, il s'agit bien sûr pour Tucker Carlson de se battre en terrain perdu, pour reprendre la métaphore de la guerre. Il a présenté pendant les 21 premières minutes de l'interview des petits chiffres et des détails exacts tirés d'une visite guidée de l'histoire sur plusieurs centaines d'années. Si vous n'avez pas fait d'études d'histoire, alors même si Tucker a une base de formation, a une formation dans ce domaine, si vous n'avez pas fait d'études d'histoire, vous n'avez pas les détails exacts. Et Poutine réussit, grâce à sa supériorité absolue dans ce domaine, à surpasser Tucker Carlson en termes de communication, de contenu. Et il y a aussi un point qui est très intéressant, c'est qu'au début de l'interview, Poutine a posé son cadre en disant « Est-ce que nous sommes dans un talk show ou dans une conversation sérieuse ?» Et Tucker a accepté ce cadre. Et donc, maintenant, Poutine peut toujours s'y référer encore et encore en disant « Mais écoutez, vous aviez dit que nous étions dans une conversation sérieuse. » Et c'est pourquoi que… Et donc, ensuite, il continue de parler ce dont il a envie de parler. Il revient à son thème qu'il veut apporter ici. Et de mon point de vue, la seule chose à faire lorsque vous vous trouvez dans de telles situations où l'on ne cesse de fraterniser, c'est de dire dans une telle situation, alors oui, bien sûr, il s'agit ici d'une discussion sérieuse, et une discussion sérieuse, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Et maintenant que vous avez apporté quelque chose et que je suis ici l'intervieweur et que je pose des questions, veuillez me répondre à la question
X, Y ou Z. Alors bien sûr, ici, je viens d'utiliser la métacommunication et c'est très utile dans les situations de communication professionnelle où il y a un peu de stress. Si ce n'est pour dire que l'Occident craint une Russie forte, mais nous avons une Chine forte dont l'Occident ne semble pas avoir très peur. Selon vous, qu'est-ce qui, dans la Russie, a convaincu les décideurs politiques qu'ils devaient la battre? Mais l'Occident a davantage peur d'une Chine forte que d'une Russie forte, parce que la Russie a 150 millions d'habitants et que la Chine en compte 1,5 milliard. Et son économie croît à pas de géant, soit 5% par an. Autrefois, c'était encore plus. Mais cela suffit à la Chine. Comme l'a dit Bismarck, les potentiels sont les plus importants. Le potentiel de la Chine est énorme. C'est aujourd'hui la plus grande économie du monde en termes de parité de pouvoir d'achat et de taille de l'économie. Elle a déjà dépassé les États-Unis il y a longtemps et sa croissance est rapide. Ne parlons pas de qui a peur de qui. Ne raisonnons pas en ces termes. Et constatons qu'après 1991... Alors là, on est dans un classique, c'est la méthode TTT, Touch, Turn, Talk. Donc ici, il commence par la première étape, touch, toucher. Il aborde le sujet en disant, oui, l'Occident a bien sûr plus peur d'une Chine forte que d'une Russie forte. Ensuite, il passe à la deuxième étape, turn, il retourne la question en donnant des chiffres sur le nombre d'habitants, en parlant de croissance, en gros qu'il a peur de cette Chine-là. Puis, il passe à la troisième étape, talk, donc là c'est parler ce dont il a envie de parler, quelque chose qui va dans son sens, en disant oui, mais ne parlons pas de qui a peur de qui, ne raisonnons pas en ces termes. Et constatons qu'après 1991, et ainsi il réoriente la conversation. Puis-je vous demander de quelle année il s'agit? Je ne m'en souviens pas. Mais c'est facile à trouver sur Internet. Lorsque j'étais aux États-Unis, à l'invitation de Bush Senior, il est encore plus facile d'apprendre de quelqu'un dont je vais vous parler. On m'a dit que c'était très intéressant. J'ai dit, imaginez un peu que nous puissions relever ensemble un tel défi stratégique en matière de sécurité mondiale. C'est très intéressant et dans le sens où il ouvre ici de toutes nouvelles boucles. Ouvrir des boucles, ça signifie introduire de nouveaux thèmes sur le plan de la communication avant que les anciens ne soient terminés. Donc Tucker demande « En quelle année ?» Et Poutine répond « Je ne sais pas exactement, vous pouvez vérifier. » Et je vais même vous dire où vous pouvez le vérifier. Mais ensuite, Poutine ouvre le sujet suivant et le suivant, et ainsi, ce vieux fil de conversation est terminé, oublié. Et donc ça, c'est vraiment un excellent outil de communication pour diriger l'attention. Et le président lui-même ont déclaré qu'il n'aimait rien des accords de Minsk. En d'autres termes, il n'allait pas les mettre en œuvre. Il y a 1 an ou 1 an et demi, les anciens dirigeants de l'Allemagne et de la France ont déclaré ouvertement qu'ils avaient signé les accords de Minsk, mais qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de les mettre en œuvre, qu'ils nous avaient simplement menés par le bout du nez. Alors oui, ici, nous devrions passer brièvement au niveau psychodynamique. Et il y a notamment le triangle dramatique de Stephen Karpman. Il décrit chaque drame en 3 rôles différents. Le bourreau, la victime et le sauveur. Le bourreau, c'est le rôle le plus antipathique, surtout en temps de guerre. On ne veut évidemment pas y entrer. Alors aussi, on peut être dans le rôle de victime. On peut être là en tant que victime. Et c'est ce que fait aussi Poutine dans cette interview où il dit « Nous avons été trahis. Les territoires de l'OTAN et ainsi de suite n'ont cessé de s'étendre contre nous. » Et ensuite, il prend aussi cette position de sauveur et dit « Oui, nous avons dû protéger par exemple tel ou tel groupe de population. » Et c'est bien sûr une rhétorique qui est toujours utilisée des 2 côtés. L'Amérique a aussi dit « Nous défendons la paix » quand elle va à la guerre par exemple. D'accord? Depuis combien d'heures et ainsi de suite, on riposte, on riposte. Donc ça, c'est des choses qui sont tout le temps utilisées en rhétorique politique. La mauvaise chose, c'est qu'il y a déjà 500 ans après Jésus-Christ, Échille, l'un des plus grands tragiques grecs, a dit « La première victime de la guerre est toujours la vérité. » Et c'est malheureusement le cas des 2 côtés. Les 2 parties essaient naturellement de présenter les choses de manière à servir
leur propre intérêt. Et ce qui est important ici, c'est de savoir que si vous remarquez que les gens s'en prennent particulièrement aux victimes ou se prennent eux-mêmes pour des sauveurs, le mouvement qui consiste à devenir soi-même l'agresseur et à riposter, c'est naturellement facile, mais ça ne fait qu'aggraver les conflits. Qui a fait sauter Nord Stream? Mais vous, bien sûr. Ah, j'étais occupé ce jour-là, je n'ai pas fait sauter Nord Stream, mais je vous remercie. Vous avez peut-être un alibi, mais la CIA n'en a pas. Avez-vous des preuves que l'OTAN ou la CIA l'a fait? Ok, donc imaginez que vous soyez le premier intervieweur à pouvoir réaliser une interview avec le président russe depuis la guerre, et ensuite, la question se pose de savoir qui a fait sauter Nord Stream, et il dit « vous ». C'est quand même assez déstabilisant. On ne peut pas inventer ça, on ne peut pas vraiment anticiper ce genre de réponse. Et c'est pourtant tout à fait habile en termes de communication. De telles attaques surprises, pour rester dans la métaphore guerrière, sont probablement l'une des méthodes les plus efficaces pour prendre quelqu'un à froid. Et ça, c'est l'art de la répartie, c'est l'art de la communication, de pouvoir réagir à ce genre de choses. Alors quand même, Tucker réussit à faire preuve d'humour, mais ça construit naturellement l'argument de Poutine. Vous avez peut-être un alibi, mais la CIA n'en a pas. Vous savez, je n'entrerai pas dans les détails, mais on dit toujours dans ces cas-là qu'il faut chercher quelqu'un d'intéressé. Ce que j'aimerais vous transmettre comme message central de cette analyse, en tant que formateur en communication et passionné par la psychologie, mon rôle, c'est de décoder ces choses au niveau de la communication. Et j'aimerais que ça vous permette non seulement de mieux comprendre la rhétorique de ces personnes, et aussi votre propre rhétorique, afin de pouvoir mieux communiquer au quotidien. Et aussi de comprendre que les choses qui se déroulent dans ce genre d'entretien peuvent tout à fait être planifiées, peuvent tout à fait produire un effet communicatif. Donc, soit vous avez peur de la situation, vous êtes effrayé, soit vous choisissez délibérément de jouer un rôle, celui du bourreau, de la victime ou le sauveur. La victime, c'est « Oh mon Dieu, j'ai tellement peur de la situation qui est là ». Et le sauveur, c'est « Oui, je sais très clairement ce qu'il faut faire ». Et tout cet aspect de la communication, c'est vous qui avez le pouvoir. Et vous pouvez aller contre-communiquer contre n'importe quel homme et femme politique. Alors bien sûr, la guerre à l'extérieur, c'est une chose. Mais ce que l'on tente d'influencer psychologiquement par les médias, en fin de compte, c'est ce qui se passe dans votre tête. Et là, vous avez le pouvoir. Sachez donc qu'il s'agit de méthodes de communication qui ont été et sont naturellement utilisées par les politiques pour produire des effets. Mais que vous pouvez aussi, de votre côté, apprendre à devenir psychologiquement plus résilient et peut-être ajouter une guerre de moins au monde. Arrêter la guerre dans votre tête, à faire la paix dans votre tête et à communiquer donc beaucoup plus pacifiquement et peut-être ainsi à contribuer un peu à un monde meilleur dans votre environnement. Et ce sont donc des choses que je veux transmettre sur cette chaîne et au sein de mes coachings. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller plus loin dans votre communication, si vous souhaitez être reconnu à votre juste valeur professionnelle, faire entendre votre voix et dompter vos peurs, alors je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour récupérer votre programme 100% offert avec 37 astuces de communication et 3 vidéos exclusives.